Vous publiez vos souvenirs, l'histoire secrète du pétrole algérien aux éditions de la Découverte. L'histoire secrète du pétrole algérien est liée à la Sonatrach dont nous parlons. C'est le mythe algérien, l'entreprise de tous les Algériens. Quelle place elle représente aujourd'hui, la Sonatrach, en Algérie? C'est grâce aux revenus du pétrole que le peuple algérien, dans sa totalité, vit des ressources pétrolières qui sont générées par la Sonatrach, essentiellement. Pétrole, hydrocarbures, on va donner un chiffre. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, les hydrocarbures en Algérie? Ça représente 98% des importations. Et comme tout est importé, donc on peut dire que 98% de ce que consomme le peuple algérien est couvert. On s'arrête à l'affaire de la Sonatrach, l'affaire qui explose en ce début d'année 2010. Qu'est-ce qu'elle évoque, cette affaire, pour vous? Est-ce que c'est une volonté de faire le ménage, peut-être d'apporter plus de transparence, ou est-ce que c'est autre chose qui se dessine derrière cette affaire? Une affaire qui, quand même, a coûté leur place au PDG, 3 vice-présidents et au ministre, l'ancien ministre de l'énergie, Chakib Khalil. Cette affaire qui a éclaboussé donc la Sonatrach en janvier de cette année, de 2010, n'est que la conséquence, ou plutôt que la fin de toute une série d'autres scandales qui ont été plus ou moins camouflés. Et là, bon, ça a éclaté au grand jour, parce qu'en réalité, beaucoup plus qu'une recherche de la vérité, beaucoup plus qu'une opération même propre, il s'agit d'un règlement de compte entre clans du pouvoir, c'est tout. Mais c'est-à-dire, pour être plus précis? Vous savez, le pétrole et l'argent du pétrole, c'est le nerf de la guerre, hein, comme on dit. Et les gens du pouvoir utilisent cet argent du pétrole, c'est le nerf de la guerre, hein, comme on dit. Et les gens du pouvoir utilisent cet argent du pétrole, d'abord pour s'enrichir, pour enrichir leur entourage, etc. Et puis surtout pour renforcer leur pouvoir, soit en achetant des soutiens, en finançant des partis politiques à l'étranger, y compris en France. Par exemple c'est intéressant. Il y en a eu des scandales. On en a parlé il y a encore quelques années, 7-8 ans, on a parlé des réseaux de M. Pasqua, etc. Enfin, la France-Afrique, la France-Algérie. Bon, le scandale de la Sonatrach, c'est la victoire de quel clan sur quel autre clan? Au sein du pouvoir algérien, il y a 2 clans. Il y a le clan du président et il y a le clan des généraux qui ont nommé ce président. Bon, ils se disputent donc le pouvoir. Le clan des généraux est piloté par le département du renseignement et de la sécurité. Donc les services bien précis, c'était de prendre la direction de la Sonatrach. Parce que jusque-là, vous avez perdu depuis l'arrivée de Bouteflika. Exactement. Avec M. Khalil, qui était donc ministre de l'énergie, qui est un ami d'enfance de Bouteflika. Donc à eux deux, ils contrôlaient totalement le secteur de la Sonatrach. Le dernier PDG qui avait été nommé par le DRS et qui était l'homme du DRS a été dégommé dès 2001, donc 2 ans après l'arrivée de M. Bouteflika au pouvoir. Et puis, bon, il y a toute une série de choses, et les relations avec les États-Unis qui ont joué un rôle. Il y a toute une série de choses qui ont fait que le DRS tenait à récupérer. Aujourd'hui, en 2010, c'est ce qui est en train de se passer. Exactement. Et donc, pour prendre ce contrôle, il fallait se débarrasser de Khalil, du ministre, et de son équipe. Alors, on a trouvé ce motif-là, les détournements, alors que, bon, des corrompus et des corrupteurs, il y en a des 2 côtés. Hein. Dans les 2 clans, bon, mais cette fois-ci, c'est celui-là qui a gagné. Il y aura une commission d'enquête? Ah non, je doute. Non. Ça se terminera là-dessus. Et puis voilà, le but c'était de récupérer la Sonatrach. Maintenant ils l'ont, donc ça y est, c'est fini, on n'a plus besoin d'aller plus loin. Chakib Khalil est où aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est toujours en Algérie? Je pense, j'ai entendu dire qu'il serait quand même encore en Algérie. Visiblement, on ne lui a pas encore tout à fait laissé les mains libres. On ne l'a pas laissé encore partir apparemment, puisque on continue plus ou moins, c'est le DRS qui continue encore à enquêter, à chercher
lui chercher des Attendre petits. les années 90 pour qu'il y ait une autre grosse découverte en Algérie, nous dites-vous. Et là, c'est une entreprise texane d'ailleurs, hein, qui a le nez creux. Oui, oui, là, c'était pas tout à fait du hasard dans ce cas précis parce que il y avait déjà eu des travaux tout autour. Donc on savait que c'était une zone potentiellement riche en hydrocarbures. Et c'était à qui aurait le droit d'aller forer dans cette région-là. Ils ont été aidés, ils ont été aidés dans leur intéresse tous les Algériens, mais du pétrole, il y en a encore pour combien de temps? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on peut le chiffrer? Il y a une théorie que l'on appelle la théorie du pic pétrolier. Et bon, ça fait déjà une cinquantaine d'années que des scientifiques un peu partout disent ça y est, on a atteint le pic pétrolier, c'est-à-dire la production maximum au-delà de laquelle la production mondiale ne peut que commencer à chuter. Selon cette théorie, donc on atteint un maximum, puis ensuite un plateau qui dure à peu près une dizaine d'années, et au bout de 10 ans, ça commence à chuter pour revenir vers le... Bon, et on l'a annoncé déjà pour 1938, on l'a annoncé pour 1950, on l'a annoncé... le dernier pic pétrolier aurait dû avoir lieu dans les années 70 ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il y a d'autres théories qui disent non, ce sera encore peut-être dans une dizaine d'années. Bon, personne ne le sait finalement. Puisque On ne sait pas, mais l'Algérie a du pétrole pour 50 ans, 100 ans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Personne ne peut y répondre parce que d'abord, il y a le Sahara, il y a la Méditerranée aussi. Les recherches en mer, il n'y en a pas eu en Algérie. Donc, tout est encore possible. L'ergue occidentale, toute la région du Sahara occidental est pratiquement vierge. Il y a eu des travaux d'exploration, mais rien de très sérieux. On peut encore... Le pétrole en Algérie en 1956 à Messaoud, comment le pétrole va peser sur la résolution de cette guerre? Que la question pétrolière a pris du temps et a fait que la question de la guerre d'Algérie a duré plus longtemps. Ah ben certainement, certainement. Puisque les découvertes ont eu lieu en 1956, tout de suite en janvier 1957, on a procédé donc à cet éclatement de l'Algérie en deux entités distinctes. Et la guerre a continué encore jusqu'en 1962. Et la meilleure preuve, c'est quand le général de Gaulle, le 5 septembre 1961, a déclaré officiellement au cours d'une conférence de presse que l'Algérie faisait partie intégrante, que le Sahara faisait partie intégrante de l'Algérie, que les choses sont allées ensuite très vite. Il a fallu quelques mois pour que l'on aboutisse aux accords d'Évian, qui ont donc scellé l'indépendance de l'Algérie. C'est clair, ça a duré plus longtemps. Il y en a qui disent que ça a duré 2 ans, 3 ans de plus. Il y en a qui disent que ça a duré 6 ans de plus. Bon, il est certain que la guerre a duré quelques années supplémentaires. À cause de la question, est-ce que le pétrole algérien devient indépendant? Dans votre livre, des côtés méconnus, des aspects de négociation entre les Algériens et les Américains, cette forme de diplomatie parallèle qui s'est développée sous Boumedienne. Et Boumedienne, pour négocier avec les Américains, fait appel à 2 hommes. Alors, le coup d'éclat du président Boumedienne, c'est la nationalisation surprise des pétroles algériens. Il faut dire qu'il y avait eu une première vague de nationalisation quelques années avant, après la guerre de 6 jours. Et là, en 1971, le président algérien, sans prévenir personne d'ailleurs, décide la privatisation du pétrole algérien. Comment est-ce que vous l'apprenez, vous? La manière dont les choses se sont passées, c'est folklorique. Mais bon, c'est dans votre livre, hein. Il faut voir quand comment... vous réunissez les gens et que vous leur demandez qui est capable de prendre la tête de tel ou tel service, les gars ne savaient même pas qui était à la tête de ces services. Ils leur disaient, c'est qui le chef du service forage? Je ne sais pas. Je crois que c'est Bertrand. Je crois que c'est Paul. Je crois que c'est Pierre. Bon, et au bout d'un moment, l'unanimité se faisait sur Bertrand. Donc, on pense que c'est Bertrand qui... Parce qu'il ne savait rien. Il leur a dit, bon, Bertrand s'en va demain matin. Est-ce que vous avez quelqu'un pour le remplacer? Ben oui, je pense que Mohamed serait le meilleur. Non, peut-être que Kader, lui, est peut-être un peu... etc. Et puis l'unanimité se faisait autour de Saïd. Bon, allez hop, Saïd, tu es chef de service. C'est comme ça que les choses se sont passées. Alors, de ce que vous avez vu, puisque vous étiez aux affaires sous Boumedienne, à quel moment, on va dire que la gabegie sur la rente pétrolière algérienne a commencé?
La gabegie, la gabegie, non, mais plutôt l'accaparement des ressources pétrolières a démarré très tôt. Hein. Déjà, comme je l'ai dit, avec Messaoud Zeghar, qui était donc l'homme de Boumedienne, lui, Chérif Guellal et d'autres ont déjà exploité. Change avec l'arrivée de Bouteflika. Quand il arrive au pouvoir en 1999, bon, comme tous les présidents algériens, hein, il a été nommé par l'armée. L'armée qu'il a choisie, ce sont des généraux qui l'ont nommé. Sauf que, évidemment, on nomme un président, mais c'est un président de façade. Hein, c'est une marionnette que l'on met là et il a des pouvoirs, mais il a des lignes rouges à ne pas franchir. Les Algériens votent, mais l'étranger élit le président. Donc, il lui fallait des soutiens étrangers. Et le soutien, quel meilleur soutien pouvait-il avoir que celui du président des États-Unis? Donc, ce qui fait que d'emblée, il a commencé à pencher vers les Américains pour essayer d'avoir le soutien de chercher un vieil ami, Chekib Khalil, qui est un ami d'enfance. Hein, ils se connaissent d'où? Ils se connaissent déjà depuis Oujda, depuis qu'ils étaient jeunes. Hein. Ils ont été à l'école ensemble, ils sont nés tous les deux à Oujda, ils ont grandi là-bas. Bouteflika vivait chez Khalil, chez lui à la maison, parce que au sein de la famille de Bouteflika, le père de Bouteflika était marié à 2 femmes. Et donc il y avait une atmosphère pas très bonne au sein de la famille, tant et si bien que Bouteflika était pratiquement toute la journée chez son ami le Khalil. Il mangeait chez lui, il dormait chez lui, ils allaient à l'école ensemble, ils jouaient ensemble. Bon, ils ont grandi ensemble. Hein, et ensuite, en 1956-57, bon, ils se sont séparés. L'un est allé faire des études aux États-Unis, l'autre a rejoint la Wilaya 5, donc l'armée de libération nationale. Et bon, les liens sont restés, hein, des liens de 20 ans ou plus. Et donc, il est allé chercher son ami. Vous racontez dans votre livre, traîne un peu les pieds pour venir. Hein, il y met une condition financière. Chekib Khalil y est resté encore une vingtaine d'années, donc jusqu'en 1999. Et c'est lors de l'Assemblée générale des Nations Unies d'octobre 1979 que M. Bouteflika est allé à New York pour participer à cette réunion. Et comme il était en train de constituer son équipe, il devait avoir déjà en tête, bien entendu, qu'il prendrait Khalil, son copain. Il l'a rencontré à cette occasion-là et il lui a proposé donc de le prendre. La condition financière qu'a posée Khalil, c'est qu'il était sur le point, je pense, de terminer son mandat à la Banque mondiale. En fait, tout au moins, s'il quittait la Banque mondiale à ce moment-là, sa retraite aurait été amputée d'un certain nombre de points, ou enfin, il y aurait eu une perte financière, mettons, sur sa retraite. Et il a exigé de Bouteflika, il dit, bon, d'accord, je veux bien venir, mais à condition que tu prennes la différence. La différence, que j'y perde pas dans votre livre, que finalement, Chekib Khalil est celui qui a failli vendre les pétroles algériens aux Américains. Ah oui, Chekib Khalil est arrivé pour moi, pas uniquement pour moi, hein, il y a énormément de gens en Algérie qui le pensent, envoyé par les Américains pour transférer le secteur pétrolier algérien aux Américains. L'homme de bouche. Ah oui, ça c'était la mission dont il était chargé. Ça, les gens sont convaincus, personnellement j'en suis convaincu. Hein, et donc il a tout fait pour créer cette loi en 2001, tout de suite dès son arrivée, en parallèle avec une nouvelle loi qui venait d'être mise en place aux États-Unis. Et la loi algérienne n'est entre complètement dans le cadre de la loi américaine. C'est simple. Les Américains avaient dans la liste des pays sur lesquels ils comptaient pour prendre le contrôle, dont ils pensaient prendre le contrôle. Des réserves de pétrole dans le monde. L'Algérie, dans leur liste. Et donc il fallait changer la loi, faire en sorte que